Bonus. Trax. It is time I end this experiment. Turtles, Mutanimals, get him! Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 22e numéro consacré une nouvelle fois à la série régulière des Tortues Ninja chez IDW et chez iComics. Et aujourd'hui, on arrive à un point clé dans l'histoire des Tortues Ninja de cette itération, puisqu'on arrive au tome 8 et 9, Vengeance première partie et seconde partie en VF, mais en VO, on arrivait au numéro 50 et la moitié de l'arc de Tom Waltz du coup. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi Fab, salut. Salut les gars, ça va ? Ça va, je te remercie. Et Roméo, salut. Salut. Ça va toi aussi du coup ? Ouais, ça va. Ok, très bien. Eh bien écoutez, on va pas déroger à la règle et on va commencer avec nos petites news de la semaine. On n'en a pas des masses parce qu'on a enregistré la semaine dernière, mais on en a quand même quelques-unes. Toujours des figurines. On va commencer avec un pack SDCC de The Loyal Subject. Est-ce que tu peux nous en dire le contenu, Roméo ? Ouais, il y a eu 3 packs. J'ai vu, je sais pas si c'est tous pour la SDCC. Mais en tout cas, ils ont annoncé 3 nouveaux packs. On avait pas mal parlé, on en avait un petit peu parlé il y a quelques épisodes des figurines où ils faisaient pas mal de repaint. Là, encore du repaint avec un pack Fresh from the Shadows avec 4 tortues en style noir, des ombres quoi, dans les ombres, bien stylé. Les packs sont bien cool. Donc lui, il est bien estampillé SDCC 2022. Un pack avec 2 tortues type Mirage et 2 Foot. Et un pack avec un Shredder et un Foot Elite. Pareil, type comics très sombre. Donc voilà, c'est une alternative pas mal d'un point de vue financier. Hein. Ces Loyal Subject sont assez accessibles. On trouve les figurines seules pour une vingtaine d'euros. Donc, et un pack... Il y a un pack notamment avec les 4 tortues en Battle Damage qui se trouve à 70 balles. Donc c'est pas trop mal hein, pour 4 figurines articulées. Alors vous attendez pas à de la qualité des NECA Ultimate ou des Super Sets, hein, évidemment. Mais c'est plus intéressant que du Playmates, par exemple. Pour prendre des pauses et faire des petits dioramas ou même un peu de photos. Voilà, on n'est pas sur de la top articulation, top sculpture, mais ça reste des figurines sympas avec un rapport qualité-prix pas dégueu. Ok, très bien. Bah, on va continuer avec d'autres figues chez NECA cette fois avec un nouveau double pack consacré à Mona Lisa et Dirk Savage. Ouais, là, on continue de faire les fonds de tiroir des épisodes. Hein. Ça, c'est... Clairement. Donc bon, encore Mona Lisa qui est une salamandre, on la connaît par le fait que ce soit Mona Lisa, hein, qu'on a pu qu'on voit notamment dans les 2012, dans la version animée de 2012. Et Dirk Savage que pour l'occasion moi j'avais totalement oublié encore. Voilà, ça racle les personnages qu'on voit pendant un petit épisode, mais bon. Ouais, je t'avoue que j'ai dû chercher pour Dirk Savage pour savoir à quoi il ressemblait. Et en effet, bah écoute, le pack ne m'inspire pas des masses. Après, c'est quand même le Dirk Savage fait quand même bien penser à notre cher ami dans Next Mutation, hein, en tant que chasseur de mutants. Ouais. Ridicule quand même. C'est pas difficile. Ça t'inspire, Fab, toi, ou pas ? Pas du tout. Je suis pas du tout client. Alors, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de figue, tu vois, sur des persos que j'aime bien et tout. Évidemment, c'est les plus connus. Là, aller chercher aussi loin et, tu vois, comme vous dites, gratter pour gratter, en fait, à un moment, presque ça arrive à m'en dégoûter, tu vois, parce que ça ternit un peu le truc de la figue qui fait plaisir à avoir. Au final, c'est juste, je trouve, allez, venez acheter ça, venez compléter, ça t'apporte rien parce que, à part toi,
si tu connais vraiment le perso, ou si t'as été cherché pour faire style que tu connais le perso, parce que tu t'en souviens pas et que tu l'as vu 2 minutes, c'est pas une fille qui te fait plaisir à avoir, quoi. Enfin, je me trompe Ah bah là, peut-être, mais... ça vise le collectionneur et le complétiste, hein. De toute façon. Ça m'étonnerait qu'on puisse poser la question et on dise, bon alors, qui est fan de Dirk Savage ici? C'est un mec qui va se dire, moi. Bien sûr. Donc oui, là c'est clairement de la figurine sortie pour les complétistes. Ouais. Bon, il y aura peut-être un truc qui te fera bouger, Fab, mais ça te fera bouger à Bruxelles si c'est le cas, puisqu'on a le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman, qui est invité de la prochaine Comic-Con de Bruxelles. Il faut que je me tape la moitié de la France, même pas la moitié de la France, toute la France à Toute traverser, la France, ouais. et que j'aille atterrir en Belgique. Alors, ouais, ça serait cool, mais je pense pas que ça soit possible, du moins pas cette année, quoi. Mais ça peut faire plaisir, et puis franchement, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait les trajets chaque année, quand il y a la Comic-Con Bruxelles. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes des Tortues qui y vont, et chaque fois ça fait bouger beaucoup de monde. Même beaucoup d'artistes tout court. Ouais, c'est une bonne Comic-Con, il y a pas mal de monde qui y va. Mais ouais, Donc, moi je l'avais rencontré à Paris il y a du coup 10 ans, parce que c'était en 2012 je crois, ça doit faire 10 ans quasiment, c'était à 2 semaines près c'est ça. Mais ouais, du coup je ferai peut-être pas le déplacement à Bruxelles, tu le feras Ptéis ou pas? je pense pas. Je pense pas, ça reste un sacré budget. Déjà pour y aller et ensuite derrière pour... Je sais pas les conditions, mais habituellement quand il vivait en Belgique... je me suis renseigné auprès de collègues qui avaient fait des déplacements, c'était à Genk notamment. Je crois que c'était à Genk qu'il y était. Enfin, je sais pas si c'était pas à Bruxelles aussi. Non, c'était un autre. C'était un autre festival, ouais. Un autre festival dont j'ai oublié le nom. Et en gros, bon, il avait fait, il faisait quelques dessins bon, à des prix. Là, je vais pas annoncer les prix parce que ça a sûrement bougé. Surtout en 3 ans, 3 ou 4 ans après un confinement et les prix des commissions qui ont explosé auprès de tous les artistes. Après, c'était la première signature gratuite et après c'est signature payante, bon, normal, hein, vu que de toute façon, vu le nombre de personnes, ça permet d'éviter que les gens aillent faire des signatures pour juste les revendre, autant que cet argent aille dans chez l'artiste et son équipe. Hein. Voilà, donc ça reste quand même du 20 € la signature. Si je monte, c'est pas pour me faire une signature. Donc entre le trajet, l'hébergement, l'entrée, parce que bon, c'est dans ce cas-là, tu traverses, tu traverses la moitié de la France pour ceux qui n'habitent pas dans le sud. Tu prends un pass VIP tant qu'à faire, histoire de rentrer dans les premiers et être au début de la queue. T'es à Bruxelles, donc tu vas aussi manger et boire, hein, tu vas pas boire de l'eau tout le week-end. Donc ça fait un sacré budget, donc malheureusement non, je ne pense pas faire le déplacement. Un gros big up aux potes qui vont encore faire le déplacement, qu'il avait fait la dernière fois. Tu me disais avant l'enregistrement, c'est 29-30 octobre, c'est ça? C'est ça, 29-30 octobre, hein, donc il y aura une voiture de Lyonnais encore qui va y aller, hein. J'ai malheureusement pas pu les accompagner la dernière fois et je ne pourrais malheureusement les suivre encore une fois dans ce périple-là. Mais voilà, c'est l'occasion. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Tortue Ninja qui y seront, notamment les Parisiens, ça leur fait moins loin. Hein. Donc c'est l'occasion, profitez-en. Je n'ai pas encore regardé toute leur programmation. Je pense pas qu'elle soit entièrement annoncée. Elle est clairement pas totalement annoncée, non. Il n'y a pas grand chose à annoncer. Il y aura pas que lui, hein, de toute façon. Il y aura d'autres artistes, il y aura des acteurs, il y a toujours des choses à faire. C'est une grosse convention. Donc voilà, c'est l'occasion de potentiellement vous dire, refaire des conventions après quelques années sans rien pour entre autres voir Kevin Eastman et bien d'autres. Voilà, s'il y a d'autres artistes qui seront annoncés, on les relaiera. Hein. Je sais que Dialinas a l'habitude d'aller, il va régulièrement en Belgique aussi, du côté des artistes TMNT. Ce serait pas étonnant qu'il se fasse venir un Simon Bisley, hein, qui est pas très loin, tant qu'à refaire les deux en même temps. Mais à chaque fois, ils essayent de faire venir les Belges quand ils font venir Eastman, un artiste qui a bossé sur les Tortues en même temps. Ok.
Très bien. On finit avec une nouvelle annonce de mini-série tie-in à Armageddon Game, avec Armageddon Game Alliance de Eric Burnham et Roy Mercado. Alors, Eric Burnham, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est lui qui serait sur la mini-série de septembre aussi. C'est ça, il sera sur deux séries totalement différentes en même temps. D'où mon hésitation à savoir si on l'avait déjà traité ou pas cette news. Non, c'était celle inspirée du dessin animé de 87 qu'on a fait la dernière fois. Et donc ça veut dire qu'on aura 4 séries Tortue Ninja en même temps. Mm-hmm. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Pourquoi 4 La série régulière, Armageddon Games, Armageddon Game Alliance et Saturday Morning Adventure Specials avec les céréales quoi. Mais que 3 dans la continuité du... Oui, 3 dans la continuité, mais 4... Mais en fait, ils ont annoncé Armageddon Game comme parallèle à la numérotation classique. Moi, j'avais compris que c'est Armageddon Game continuait dans la numérotation classique, en fait. Non, on va voir Armageddon Games Opening Moves, puis Armageddon Game, et là, on va voir Alliance. Okay, ça serait con de pas lâcher $5 de temps en temps, Fab. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est bien connu. On est tellement riches. Bien sûr. Et ça pourra faire un beau hardcover par contre. Vu que donc Opening Moves fait 2 numéros, Armageddon Games je crois que c'est 8. Alliance, je sais pas si ça a été... ça doit être une mini-série en 4 ça. Ça doit être une mini en 4, donc ça peut faire un beau hardcover pour avoir l'intégrale de Armageddon Game avec, je sais pas comment ça se situera par rapport à la régulière, vu qu'il y en a bien les deux, hein. On aura bien les deux en parallèle. Ça nous amène numéro combien en septembre, là, 130 et quelques 133 pour octobre. Ouais, ok. Espérons que sur la Armageddon Game, ils aient pris de l'avance et ils aient calé les dates correctement, histoire que les 8 numéros ne fassent pas comme sur The Last Ronin et que ça nous fasse pas encore un running gag. Non, parce que vu que c'est lié, ils vont pas pouvoir se permettre. Bon, on avait eu aussi le cas de Shredder in Hell, hein, où il y avait eu des petits décalages, je crois. Ouais. Bon, ça avait pas forcément impacté, hein. On avait pu avoir la fin à temps. Mais je crois qu'il y a déjà eu des petits décalages sur la régulière, ou sur Opening Move. Déjà. Oui, mais c'est sur le 131 qui a été décalé d'une semaine au mois de juillet. Opening Moves, donc comme tu disais, a été décalé d'un mois, le 1 et le 2. Donc voilà, c'est en train de se caler. De toute façon, ils peuvent difficilement se permettre là de la régulière d'avoir un mois sans sortie. Hein. C'est très compliqué, même d'un point de vue financier, je pense. Donc voilà, ils doivent et Armageddon Games s'inscrit dans cette continuité-là. Donc ils ont pris leur devant. Là, c'est pas comme The Last Ronin où de toute façon ils pouvaient mettre autant. Il y a rien d'autre à côté. Ouais. Ils s'en foutaient quoi. D'ailleurs, ils ont bien raison. Hein, on a continué d'acheter. Hein. Oui, et on continuera d'acheter. Bon, écoutez, passons justement notre objectif principal de ce podcast avec les tomes 8 et 9 de iComics Vengeance partie 1 et 2. Donc, qui vont reprendre pour le premier numéro 45 et 47 avec le FCBD qui s'intercale juste avant le 47. Et pour le second tome, les numéros 48 à 50, sachant que le 50 a une pagination double par rapport à un numéro normal. Donc, ça revient à un volume de 4 numéros de toute façon. On avait laissé Donatello dans une très mauvaise position. Fab, est-ce que tu peux nous présenter le tome 8 et ce qu'il va nous raconter ? On avait laissé Donatello en mode siesta. Il était très fatigué après une rencontre très épouvante. Il avait pris ultra cher. Et du coup, on atterrit direct sur cette page-là où on retrouve le Fugitoïde qui revient donc de la dimension X, si je dis pas de bêtises. Et Burner Island, ouais, il était dimension X, oui. Ouais, où il venait de ramener en fait Krang pour qu'il soit emprisonné, comme on parlait la semaine dernière, enfin sur le dernier numéro. Et de fait, tout le monde est content, les tortues ont triomphé de Krang, le Foot Clan prépare sa revanche aussi suite à ça. On avait laissé Shredder qui était aux mains de Baxter Stockman sans savoir trop ce qu'il en était.
Et on va s'attaquer un petit peu à ce qu'il y avait autour des tortues, à savoir l'évolution de Kazé. On ne voit pas ce que t'écris, Roméo. C'est Ouais, flou. pardon, ça me perturbait trop. Donc on a droit à un petit passage sur Kazé et les Purple Dragons qui sont sur le quartier, qui veulent faire régner la loi. Kazé qui prend la défense de son nouveau cocon familial, et surtout la préparation sur ces 2 tomes de cette revanche et de cette vengeance de ce qui était arrivé à Donnie, quoi. Qu'il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet en 2 tomes, on va dire très très denses, et pas que en action en fait. Parce que je me suis aperçu à la relecture que j'avais oublié pas mal de petites choses qui prennent beaucoup plus de sens après, mais on en parlera sans doute là tous ensemble, quoi. Mais c'était très sympa. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Roméo, t'en as pensé quoi de ce tome 8? De ce tome de transition. Ouais, moi la relecture m'a fait du bien. J'avais pas du tout la même mémoire sur le rythme. Ouais, pareil. Pour moi, bon, on en parlera plus tard, mais le Gauntlet durait beaucoup plus longtemps. Et j'avais pas ce rythme-là en tête, donc ça m'a fait du bien de le relire. Et oui, c'est un numéro. Le tome 8, c'est très très dense. On a énormément de développement. Déjà toute la partie familiale, Kazé-un qui avance, hein, qui va jusqu'à sa conclusion. Hein. Ça déjà, ça prend. C'est vraiment pour le coup, le découpage VF est bien fait, parce qu'on a vraiment deux actions totalement différentes. Stark Vengeance se déroule bien en 2 temps. Le premier temps avec le retour de Donatello, donc qui est en Metal Head maintenant. Tout simplement, le Fugitoid a utilisé sa technologie de transfert de conscience comme lui il l'a fait pour sauver Donatello, pour que Donatello puisse survivre et qu'il puisse guérir son corps. Donc on a déjà toute cette introduction là, et la partie Kazé-un et la résolution de Shredder qui a été sorti de Burner Island par Baxter Stockman, pardon. Donc on a vraiment cette première partie, cet acte 1 de Vengeance qui est là et qui est très dense, qui est très bavarde quand même, mais qui se laisse très bien lire, avec toujours ce début dans les songes, parce que voilà, Donatello est entre la vie et la mort, et on sait que le surnaturel est présent dans cette version des Tortues Ninja, et donc on se raccroche à cette partie-là, avec en totale opposition Donatello qui lui ne croyait pas du tout à cela. Ouais, là, il arrive sur le plan astral. Le tome s'ouvre là-dessus, je crois, d'ailleurs. Ça s'ouvre là-dessus, sur des dessins de Charles Paul Wilson III. Vu qu'on l'a pas dit, à l'écriture, on a toujours Eastman, Bobby Curnow et Tom Watts, et c'est Matteo Santoluco, donc qui signe la majorité des dessins sur tout l'arc. Or, donc quelques pages de songes de Charles Paul Wilson, 3, et on a dans la suite, dans le numéro, dans la partie 2, des pages également de Cory Smith. Mais on a également le FCBD où il y a quelques pages, si je dis pas de bêtises, de Dan Duncan, Sophie Campbell. Sophie Campbell, ouais. En gros, tous les dessinateurs qui savent faire les récaps, ils ont réutilisé majoritairement des cases et des dessins pour faire un récap, et on a cela. Oui, parce qu'il y a ça, en fait, ce tome, je trouve que c'est un très bon tome. Il est vraiment là pour remettre très rapidement les pièces en place entre le changement de statu quo qu'on a dans le tome 7, qui est assez important pour chacun des groupes, et là où on va avoir besoin qu'il soit dans le tome 9, quoi. Et du coup, il y a des persos
qui disparaissent parce que leur plan il est là pour plus tard. Genre les Mutant Animals, on les voit globalement pas. Voire on les voit pas. J'ai un doute. Mais, Pas dans ce tome, non. Ouais. Et le 49 est dessiné par Cory Smith, pardon. Ouais. Pas Vincent Deluco, qui lui était bien occupé sur le 50. Pardon. Et du coup, ouais, niveau remettre en position les différents pions, on a du coup Donatello qui va revenir via le Fugitoid, c'est le but du premier numéro. On a Shredder qui va revenir via Baxter. Ça fait du bien aussi de voir ce Shredder-là un peu plus décontenancé, qui est pas dans son élément, qui est pas dans le contrôle encore. Qui est perdu, ouais, qui est totalement perdu et qui essaye de faire style. Il a encore le pouvoir qu'il maîtrise, mais ouais, il est vraiment pas à la merci totale, hein, parce que ça reste Shredder. Mais il est beaucoup plus sur la défensive, parce qu'on a quand même un Shredder qui est très offensif, qui est très agressif depuis le début. Et là, on a vraiment un Shredder qui est obligé d'attendre, qui est obligé d'écouter, alors que depuis le début, il s'en fout d'écouter. Ouais. Et puis d'ailleurs, le tome est important pour Karai aussi, parce qu'en son absence, elle va prendre momentanément les rênes du Foot Clan. Et de là, et du comportement de Shredder à son retour, les tensions, les différences de point de vue vont commencer à se voir, quoi. Après, il n'a pas été absent longtemps non plus. Hein. Non, c'est l'espace de 2 numéros. D'ailleurs, sur 4 numéros de ce tome, le FCBD est là aussi pour raccrocher les wagons de ceux qui n'auraient pas forcément suivi toute la série. Ça fait un bon résumé. Il n'y a pas que ça, mais il y a un bon résumé des choses. Ça positionne les différents enjeux assez rapidement, quoi. Ce qui est intéressant dans ce tome aussi, c'est de se rendre compte que il y en a qui pensent que, Raph est dégoûté de ce qui s'est passé, par exemple, mais à côté, les autres sont plutôt modérés dans le sens, Donnie avait raison. En fait, il savait le risque qu'il prenait, mais tout ça, ça avait un vrai but, et s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts, quoi. Je crois que c'est Alopex qui vient lui dire ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Même tout le monde, enfin, à l'Opex. Mikey aussi le dit quand il s'énerve un petit peu. Et, d'ailleurs, moi j'ai bien aimé parce que ce tome, il est assez axé, malgré toute la préparation qu'il y a justement pour l'avalanche qui arrive, autour des relations entre persos et de l'amitié. Parce que c'est dit à plusieurs reprises, tu sais que, ok, ils surmontent des épreuves, qu'elles soient difficiles, que ce soit des combats, des machins, mais que même... moi, c'est la page qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus en tête, c'est Mikey et Woody. Je crois que c'est Woody qui bouffe la pizza et où il lui dit que même les mecs qui sauvent le monde, en gros même les super-héros, ils ont besoin de potes des fois juste pour tu vois, pour lâcher prise, et voilà. Et je trouve que c'est un tome qui fait vraiment comment ça s'appelle, qui fait la part belle un petit peu à ce relationnel là. Et puis cool. Concernant cette page et Mikey notamment, ça place les billes pour le tome suivant. Et pour voir, parce que là il est en mode ouais, mais en fait moi je me bats avec un objectif que ça se finisse à un moment, et j'ai l'impression que la famille elle veut pas, quoi. Enfin, en tout cas le patriarche il a l'air déterminé à ce qu'il y ait toujours un nouveau combat, et c'est peut-être pas ça que j'avais en tête. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on oublie de dire sur ce tome. Ah si, il y a April aussi qui fait son enquête de son côté, qui va permettre de pousser April et Kazé de leur côté pendant que les autres se battront dans le tome suivant. Parce que c'est à partir de là qu'on va voir la fameuse mini-série qu'on pensait était plutôt Fab et moi il y a pas longtemps, mais non, elle arrive bien maintenant. Mais oui, parce qu'on a le professeur qui était là pendant quelques pages avant que le Foot Clan en décide autrement. Et de toute façon, on a fini l'arc avec Hun et les Purple Dragon. Donc à partir de là aussi, il fallait donner un sens à Kazé, vu qu'il s'est quand même détaché un peu des tortues là. Il a réussi à faire que son quartier se soulève via plein de petites bonnes actions. En aidant les autres, il a amené les autres à l'aider et à s'aider eux-mêmes. Et ça, c'est beau. Ouais, moi j'ai bien aimé. Ça, je l'avais oublié, par exemple. J'avais totalement oublié. Donc ça, cette relecture m'a remémoré ça, et c'est cool. J'aime bien ce move-là où il aide les autres. Et même les deux qui sont dans leur piole et qui se disent, mais c'est pas le mec de l'épicerie qui sort là avec sa batte de baseball? Il fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on devrait faire en fait.
Mais c'est pareil, tu parlais, là il y a la clôture de l'arc avec Hun, mais il y a aussi la consolidation de l'arc qu'on avait vu avec le Panthéon et le Rat King sur... L'explication, oui. Ouais, voilà, ça continue, tu vois, à faire grossir tout cet univers de par l'enquête de April, et moi ça, sincèrement, j'en avais aucun souvenir. Qu'il y avait ces petites pages là sur le Panthéon et qui expliquaient un petit peu les jeux de... Comment on appelle Les jeux ça de pouvoir, ouais. Les jeux de pouvoir, voilà. Et en fait, avec le parchemin que April amène et tout, et j'ai trouvé ça assez cool que tu lances les nouvelles pistes tout en arrivant à conclure celles qui étaient déjà ouvertes. Et c'est vraiment un tome où moi j'ai aimé aussi, comme vous disiez tout à l'heure, toute la partie spiritualité, où elle a aussi sa place à plusieurs reprises, de par le fait que Splinter aille chercher l'âme de Dawn, un peu de la même manière que quand Léo avait besoin de se retrouver à Northampton, et ça apporte encore un peu plus dans cet univers de mysticisme un petit peu autour de cette réincarnation et tout, qui va prendre un peu plus d'importance d'ailleurs dans le tome qui suit. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce tome en particulier, ou est-ce qu'on passe au tome 9 ? Juste une chose dont je suis plus sûr, c'est la première fois qu'on revoit le détective Kara Lewis. Est-ce qu'on l'avait déjà vu ? Moi je croyais que c'était là qu'elle était introduite. Micro-série Mikey. Ah d'accord, ok. Ouais, il me semblait qu'elle était introduite là et qu'on la revoyait dans Universe plus tard. Mais j'avais oublié qu'elle était introduite dans la micro de Mikey. Oui, mais en même temps ça justifie qu'elle ait elle a un background par rapport à ce qui se passe, quoi. Oui, elle apparaît justement dans le Hyperston Heist et on la voit, elle aura plus d'importance plus tard. Bon, ça sera principalement dans les TMT Universe, donc on n'a pas prévu de traiter pour l'instant. On est d'accord que le personnage c'est totalement une référence à Robocop. Moi je l'ai pas, si c'est une référence à Robocop, mais... La partenaire de Murphy dans Robocop, c'est Lewis, et ils ont des combinaisons qui ressemblent vachement au niveau de la police de... Ok, je suis pas assez cinéphile et connaisseur de l'univers Robocop pour avoir cette subtilité-là. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Je ne dirai rien. Je sais pas... Pareil, Robocop, c'est pas forcément ma cam. On a aussi la relation Nobody à l'Opex qui continue, je trouve, de s'étoffer en fait de par leur de par leur petite sortie nocturne, tu vois, elles sont toujours en binôme et tu sens qu'il y a un truc entre les deux et qui se fait naturellement et elles s'intègrent de plus en plus au noyau que forment les tortues, quoi. Dans cette nouvelle version tortue, elles remplacent un petit peu April et Kazé. Tu vois, sur la première partie, on avait les tortues April et Kazé, et là on commence à voir les tortues à l'Opex et Nobody qui reprennent un petit peu leur place pour faire cette balance et cet équilibre. Et pareil, je trouve ça assez cool, quoi. Moi, de toute façon, quand on voit à l'Opex, je suis assez content. Avec l'Opex, oui, le personnage est top. Avec le Angel d'ailleurs qui fait un petit Friends à l'Opex. Ouais. Parce que bon, à l'Opex venait de parler un peu avec Raph, le calmer. Et donc à l'Opex il fait c'est ce que font les amis. Et Angel qui fait ouais, amis. Avant une case hommage Dark Knight, hein. Clairement. Ouais. On peut difficilement faire plus obvious, quoi. Oui, en même temps, c'est l'héritage original des Tortues Ninja. Hein, oui. L'hommage à Frank Miller, donc à partir de là. On a Baxter aussi parce qu'on a parlé de Shredder qui était en mode un petit peu décontenancé, sans trop savoir quoi faire, qui essaie de un peu se sauver les miches en acceptant le deal que lui propose Baxter. Bien alors que Baxter... on sait très bien que le deal, à partir dès qu'il pourra le péter, il le pètera. Hein. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ça l'arrange bien en fait en se disant bon ben voilà, je vais agir un peu dans son sens
pour que lui, il me ramène un petit peu dans le sens que moi je pense être le meilleur pour le Foot Clan. Et en fait, on le voit, on voit un petit peu les manigances qu'il fait dans cette usine-là avec les Mausers et alors j'ai plus le nom des petites mouches. Les Flying Bots, je crois, Flybots. Ouais, il me semble, je sais plus exactement. Et du coup, on sent que Shredder, en fait, il a lui aussi envie de profiter de cette alliance un petit peu pour, tu vois, reprendre le contrôle. Et comme tu disais, il est pas dans le contrôle parce que ça y a échappé, mais c'est plus fort que lui. Il a besoin d'avoir ce contrôle-là. Et il va se servir de ce deal pour justement proposer, arriver à nouveau à ses fins là-dessus, quoi. Bah c'est ce qui serait mis plus en avant au début du tome suivant, c'est que il est aveuglé par la vengeance et qu'il met de côté son comportement normal et son honneur, quoi, pour assouvir sa vengeance. Donc au final, même si on pourrait le Shredder classique serait totalement manipulateur avec Baxter, là il l'utilise clairement, enfin il s'allie à lui clairement parce qu'il attend son temps, il attend son heure. Voilà, il sait que bon, voilà, j'ai rien à faire, je vais le laisser faire et dès que je serai de retour, de toute façon, je le trahirai, quoi, on s'en fout. Bon, on notera d'ailleurs que Baxter parle de jeu d'échecs avec son père, quand il raconte sa vie. Ça, c'est une référence à la micro-série Baxter Stockman, donc on a malheureusement pas encore eu en France. Ça change rien à la compréhension globale, mais c'est un petit clin d'œil. Parce que je crois qu'ils sont sortis à ce moment-là, les micro-séries Villains, donc c'est un petit clin d'œil à ce sujet-là. Et moi, je rajouterais juste un dernier mot, pour une fois que je peux faire le beau. J'ai la page du FCBD, la dernière, où on a Baxter dans l'usine avec Shredder. Donc c'est une des pages que j'ai et que j'adore, parce que tu sens vraiment, tu sais, dans le Shredder, l'espèce de motivation, de vengeance qu'il a, de voir toute cette nouvelle armée se fabriquer pour aller vraiment se venger une bonne fois pour toutes, quoi. Et je suis bien content parce qu'elle est vraiment cool. Alors ça me fait plaisir de l'avoir. De flex. Ouais, grave. Et on te l'accorde, on a déjà flex sur nos planches originales. Et ça m'arrivera de nouveau, puisque j'en ai qui sont plus loin dans le futur. Écoutez, passons au tome 9, Roméo. Attends, juste un dernier point sur la fin. Où on a malheureusement, ça c'est un petit point qui m'a un peu déçu, à la relecture qui m'a déçu, on a encore les bots et les Mausers qui attaquent le le repère des tortues. Donc on a déjà eu cette action là au début du comics, qui était un hommage au deuxième numéro des Tortues Ninja. Mais là c'est un peu plus définitif au final. C'est un peu plus définitif, mais ça fait un peu redite, quoi. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut aussi apporter des bémols. Si tu veux. Moi, ça m'a pas perturbé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est ce moment-là qui fait qu'ils vont revenir. Ça m'a pas perturbé non plus, mais... Non, mais c'est sympa après dans le... C'est quoi, c'est une église? C'est une ancienne église? C'est quoi? Ouais, en fait, c'est ça, moi j'ai trouvé un peu dommage, tu vois, sur ce dernier tome, enfin sur ce dernier chapitre de conclusion de tome, en fait, où, tu sais, il y a la nuée de robots qui est vraiment, qui représente vraiment un danger, tu vois, de par le nombre, etc. Et en fait, de le mettre dans un petit bâtiment un petit peu clos, ça permet aux tortues de gérer cette menace, et du coup, t'as plus l'espèce de sensation d'essaim et de danger vraiment massif que ça fait. Et du coup, je trouve que ça tombe un peu en soufflé en te disant « Ah ouais, mais en fait, ça va être énorme et tout, elles vont vraiment se faire submerger et tout. » Et puis, quand arrive le moment de la confrontation, ça perd un petit peu de ça, quoi, je trouve, de cette sensation de danger un petit peu. Ok. C'est vraiment que vous aviez besoin de trouver des défauts à ce tome. C'est pas des défauts, voilà. C'est aussi, on est là pour non, je suis d'accord, discuter. Bien sûr. Bah écoute, Roméo, est-ce que tu peux nous présenter le tome 9 ? Donc le tome de après transition. Le tome d'action. C'est le tome de transition avant le prochain arc. Ça. On a eu le tome de transition de fin d'arc. Bah le tome 9, donc c'est ce qui nous apporte, ce qui nous amène au numéro 50.
donc qui est un double numéro, qui est un numéro anniversaire, hein, parce que déjà des séries qui arrivent au numéro 50, c'est pas, ça arrive pas tous les jours, hein, dans une industrie qui relaunch au maximum. Donc déjà à l'époque, se dire on en est au 50, c'est énorme. On pensait pas qu'ils allaient pouvoir tenir jusque-là à raconter leur histoire sans se répéter. Et ben si, et ils vont continuer en plus. C'est ça qui est très fort. Donc vous allez encore nous entendre pendant un moment, parce qu'on en est que à la moitié, et encore même moins de la moitié. Même pas. Voilà, donc on a eu des débuts de résolution sur le précédent, donc notamment Kazay et April. Et là, bah, on commence par un condensé d'action. Les Mousers et les Flybots attaquent le repère. Et donc on a les tortues qui doivent se défendre Splinter, défendre le corps de Don. Enfin, faut pas dire le corps, hein, parce que ça voudrait dire qu'il soit mort. Mm-hmm. Bon, il est à mort clinique techniquement, parce que oui, mais Don, c'est que Don, plusieurs fois ils le disent. Ouais. Fait dans Ils se font reprendre, ils veulent parler de Body, mais voilà, donc c'est pour. Ça doit être bizarre. J'ai essayé de me projeter dans l'expérience d'être dans un corps robotique et de gérer ton corps dans le coma à côté. Comment tu perçois ça, quoi? Déjà la perception même de gérer un corps robotique, parce que bon, il y a plus de biologie, hein, c'est juste c'est juste. Bah, ils en parlent d'ailleurs entre Fugitoid et Metalhead, enfin Metalhead Donnie, de ce paradoxe-là. La fusion du réseau neuronal. C'est ça, et notamment il parle du syndrome du membre manquant. Phantom Pain, ouais, voilà. Membre fantôme, parce que son bras il l'avait plus. Metalhead avait le bras arraché et il ressent toujours la faim, il ressent toujours ce genre de choses, alors qu'il n'a plus besoin, c'est un putain de robot. La Hun est bien sûr pendant son transfert à la prison est libéré par Hob. Donc ça c'est la petite surprise du chef. C'est l'apparition des Mutanimals du coup. Ouais, la petite apparition, après on le verra plus sur ce tome là, hein, parce qu'on est vraiment centré sur les Tortues Ninja. Ça reste le nom de la série, au cas où on l'aurait oublié. Donc voilà, on va résoudre sur les Tortues Ninja. Donc Kara Lewis encore qui fait bon, un moment je veux bien un renard qui saute, oui bon d'accord, des robots d'accord, par contre là on se fait, je m'attendais pas à ça, à ce qu'un Bernard l'ermite et un chat attaquent mon van, mon camion. Donc ouais, pour l'instant moi je trouve que pour l'instant le perso de Kara Lewis est cool, donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ouais. Et donc les tortues qui doivent s'échapper de cette attaque-là. Et bien évidemment, les tortues n'y arriveront pas seules parce que il y a beaucoup de Mousers et de Flybots. Et qui vient l'aider, Fab? On a droit. Tu parles de Donnie, on est d'accord, hein? Qui c'est qui vient? Non, on s'en fout de Denis. Je parle de Karai. Non. Ah non. non, moi j'en étais pas là. On s'en fout. Karai. À quoi elle sert Karai? Ouais, bah excuse-moi, un Donnie en métallette qui fait pup, je deviens un scooter des mers pour Splinter. Mais je suis désolé, sortez-moi une NECA Metalhead qui peut se transformer en tout, en Transformers, mais je signe 12 fois sur ça, mais vraiment quoi. On va pas se mentir. Non, moi j'aurais d'abord... Enfin, je sais pas, tu vas l'aborder après, je pense, la partie où il récupère Donnie. Bah Donnie l'a envoyé, oui c'est vrai, son corps est envoyé sur Burno Island. Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai trouvé ça malin sur le début du tome, où toutes les intrigues qui ont été lancées à la fin du tome 8 sont débarrassées en 5 pages. On a la partie Hun, la partie Mutanimals qui revient donc avec Hun, la partie du corps de Donnie qui est envoyé à Burno Island. Oui, c'est vrai. Et du coup, on peut direct attaquer vraiment sur le cœur du tome, et moi j'ai trouvé ça super cool. Sur la bagarre. Voilà, qu'on est vraiment un tome 100% entrée, enfin 100% action, quoi, au final. Ouais.
Bah oui, parce que déjà la moitié du tome c'est le dernier numéro, donc forcément, et puis avant il y a quelques moments d'action en effet. Ouais. Qui veut se lancer? Je me suis perdu, j'ai complètement oublié ta question. Est-ce que tu peux me la relancer? Bah, qui vient aider les tortues? C'est Karai du coup. Voilà, Karai et les Foot Clan. En fait, les tortues sont acculées sur le pont en mode formation circle défense plus. Donc, elles ont quand même été rejointes entre-temps par Alopex et Nobody. Et les Mausers arrivent du coup de plus en plus nombreux, avec sauvés in extremis par le code ninja, Chunin, Junin, etc. Du fait que un duel et une vengeance ne peut se résoudre avec honneur que si c'est fait dans les règles de l'art, quoi. Et du coup, avec tous les Foot Clan, elles viennent défoncer tous les petits robots de Baxter. Et j'ai trouvé ça assez cool, parce que sincèrement, là, à la relecture, non, parce que ça fait pas le même effet, mais à ma première lecture, moi, je me souviens que j'avais été surpris, tu vois, de ce revirement de situation, parce que je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça, en fait. Qu'on reparte sur les codes des valeurs du Japon féodal qui sont teasées un petit peu dans le Secret History, etc., quoi. Mais après, c'est foreshadowé par un dialogue, justement, je disais un peu tout à l'heure, entre Shredder et Karai, où quand elle voit qu'il s'est allié à Baxter Stockman, elle lui dit qu'il manque d'honneur, et en gros, il lui balance, on s'en fout de l'honneur, moi je veux ma vengeance, quoi. Oui, elle, donc ça sort pas de nulle part non plus, quoi. Voilà, elle, la vengeance, c'est une chose, mais elle est membre du Foot Clan avant d'être... Enfin voilà, elle a de l'honneur, elle a la haine envers Léo, parce que qui était devenu le protégé de Shredder. Mais elle accepte pas que Shredder l'a déjà, entre guillemets, trahi une fois, parce que difficile de parler de trahison vu que ça reste son maître et elle reste à sa place, mais elle avait très mal pris la première, le premier move de Shredder. Là, Shredder qui fait appel encore une fois à quelqu'un d'extérieur pour régler les problèmes qui devraient être des problèmes du clan, et que elle voit c'est pas des problèmes que de vengeance, c'est voilà, faut résoudre cette histoire pour que le Foot Clan reparte de zéro, quoi, que ça soit derrière nous et qu'on se pense au futur. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, et pareil à la première lecture, de toute façon tout le tome, les 6 numéros à la première lecture, c'est du what the fuck, vraiment des éléments de surprise, beaucoup d'éléments de surprise, beaucoup de très bons moments où là à la relecture c'était plus posé, je me souvenais quand même de pas mal de choses. C'est une lecture différente, intéressante mais différente que la première lecture, la découverte où c'est vraiment ah ouais mais ils ont osé faire ça, ah mais ils font ça, non c'est pas possible. La deuxième lecture, ou enfin même plus parce que ça c'est pas que la deuxième, mais il y a vraiment ce côté d'accord, en fait là il t'en parle déjà ici, il te met les graines. T'as été plus loin en fait. Comme maintenant t'as été plus loin et t'as plus de background entre ce qui s'est passé à ce numéro-là et tu là vois ce que ça annonce, quoi. Oui, ouais, mais tu le surtout, lis différemment. C'est surtout que la première lecture c'est la découverte. C'est ouais bon les tortues, bon on se doutait que Don allait rester, n'allait pas mourir. Déjà il te l'expédie à la troisième page, hein. Même si au final dans le tome 8 il justifie qu'on pensait tous qu'il était mort potentiellement à la fin du tome d'avant, parce que eux-mêmes croyaient qu'il était mort. Oui. C'est Fujitoid qui fait non il est vivant. Oui non mais voilà, c'est mais ils te le disent en 3 pages. Les 2 premières pages c'est non il est mort, c'est je sens plus rien, et Fujitoid qui fait ah mais si en fait je ressens un tout petit truc, mais ils te l'expédient tout de suite. Ils te le font pas traîner, ça c'est évident, mais par contre t'as des vrais éléments de surprise. Surtout le reste. Ils te le font pas traîner, mais ils arrivent quand même à mettre plus le sentiment d'urgence, malgré que ça traîne pas, dans le sens où il faut que ça s'enchaîne vite. Donc, t'as le oui, mais c'était très bien. Voilà, c'est du tac au tac, c'est 3 actions, tac tac tac, et t'es parti, ça laisse la place au reste. Mais comme c'est rythmé, je trouve que ça fait pas. C'est pas expédié, oui, c'est rythmé, c'est pas expédié.
Voilà, ça fait pas écran de fumée en mode bon ben en fait on va pas le tuer parce que c'est une tortue principale. Il y a une raison qui est rythmée et qui apporte le fait que voilà. Et puis il fallait pas faire C'était mourir toi la Donnie. raison, Fab. Ouais, C'était les gens comme exactement. Et moi je leur ai écrit et tout, j'étais en dépression, j'ai fait des selfies et tout, tu sais, en mode je pleure. Hashtag Save Donnie. C'est ça. Ouais, je comprends. On enchaîne sur le tome 9, on continue. On continue sur le tome 9, ouais, donc avec Karai qui sauve les tortues et qui après amène les tortues à Shredder, tout simplement, qui les amène à Shredder en lui disant maintenant faut régler ça une bonne fois pour toutes. Et voilà, et pour ça il y a le Gauntlet qui dans le code d'honneur, on sait ça tombe bien, c'est 4 adversaires contre 4 adversaires avant que les maîtres se battent comme de par hasard. Oh convenient. Voilà. Et, petit point aussi qu'on voit, c'est sur Burno Island, on voit une main d'écaille qui apporte du mutagène pour aider à sauver Donnie. Bah, tu vois, ça je m'en souvenais pas. Ça je l'avais oublié qu'on voyait ça à ce moment-là. Moi je me souvenais de ça, par contre, là où j'ai aucun souvenir, c'est la condition qu'il met. Je sais pas comment... tu vois, j'ai pas le souvenir de ce qui se passe après. Parce qu'il propose son aide à condition que le Fugitoïde l'aide à se défaire d'un problème. Par contre, je me souviens absolument pas de ce problème-là. Mais j'avais vraiment, tu vois... Hein ? Ça va être dans la suite. Hein. Ouais, oui, bien sûr, je sais que c'est dans la suite, mais là, comme ça, à la relecture... Tu sais pas dire ce que c'est. Ouais, je pourrais pas te dire ce que c'est, mais j'avais le souvenir de cette main qui arrive justement avec le tube de mutagène. Ça m'avait marqué, tu vois, parce que j'avais un petit peu l'excitation de dire, est-ce que le Fugitoïde, il va sacrifier les Utroms pour redonner vie en fait à Donnie, à Donnie avec la fusion du mutagène pour que sa carapace et ses tissus se relient entre eux. Et en fait, quand il est arrivé, tu vois, ce petit truc d'excitation en mode trop bien, en fait, Donnie il va revenir. Je m'attendais vraiment pas à ça et tout. Mais vraiment, voilà, j'ai le souvenir, tu vois, de l'espèce de sentiment d'excitation quand j'ai vu cette main avec le petit mutagène, quoi. C'est bon, il y a les mutanimals, on les met de côté. Par contre, je vais continuer à vous donner du fan service, et comme vous le savez depuis 50 numéros, le fan service il est pas là que pour faire du fan service. C'est que je vais vous raconter quelque chose. C'est que je vais vous raconter quelque chose derrière. Pour l'instant, ça continue d'être la force de la série de pas faire du fan service pour rien, quoi. Ouais. On notera petit point aussi. Là, c'est avec le recul qui nous permet de le voir encore plus. C'est que Shredder au début refuse le Gauntlet. Et en fait, c'est Kitsune. C'est Kitsune qui lui dit mais si, en fait, tu n'as pas le choix. Qui lui dit, qu'il le force aussi. Donc on a ce panthéon avec le recul, on le sait maintenant évidemment, mais qui est vraiment là à gérer et à tout maîtriser de A à Z. Même la simple vengeance, même ce qu'on nous raconte depuis 50 numéros sur la haine Amatoyoshi Hirokosaki, finalement même ça c'est le panthéon, il tire les manettes derrière, quoi. On n'a pas toutes les clés encore rendues à ce numéro. Faudra attendre longtemps avant d'avoir le reste des clés, mais... Ouais, mais finalement, là, on te les tend, quoi. Avec le recul, on le voit. Il y avait quand même des bons signes sur le Panthéon, mais là, tu fais... Mais oui, mais c'est évident. C'est encore plus évident. Oui, déjà avec le parchemin. Oui, en plus. D'ailleurs, quand il y a le parchemin qui est lu par Splinter, on a... Léo ça lui rappelle un petit truc, le Rat King, même s'il est censé l'avoir oublié pour l'instant. Il l'a toujours oublié, mais en tout cas, on voit que ça le titille, quoi. Bon, est-ce qu'on se lance dans le Gauntlet, alors ? Il y a plus qu'à. On se lance dans le Gauntlet, hein, qui, comme tout combat de comics, commence par les tortues sont bien, puis ensuite les méchants sont vraiment méchants et beaucoup plus forts, donc ils prennent le dessus, et finalement l'intelligence et l'esprit d'équipe font qu'on va gagner.
Donc un combat classique. Du coup, le concept, c'est chacun choisit 4 personnes pour se battre d'abord, et une fois qu'il y a un camp qui est totalement vaincu, ceux qui restent debout en face participent au combat de leur maître. C'est ça les enjeux, quoi. C'est ça, oui. T'as bien fait d'expliquer. Et du coup, nous, on a les 4 tortues, et en face, on a Bebop, Rocksteady, Koya et le requin. Blood John, ouais, voilà. Sur quoi on se lance, parce que combat important, c'est magnifique, il y a plein de choses, mais je sais pas comment me lancer. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette espèce de duel, alors malgré que ce soit un 4v4, hein, à l'intérieur de ce 4v4, il y a le duel un peu attendu, tu vois, de Raph et Mikey contre Bebop et Rocksteady. Ils sont un petit peu, tu vois, c'est péjoratif de dire presque des personnages miroirs, mais dans le sens où ils se ressemblent, tu vois, dans le team-up que Mikey... Je trouve qu'il y a des similitudes dans le team-up Mikey-Raph et dans le team-up... le côté débile et violent. Ouais, mais c'est plus que ça, c'est... parce que c'est pas débile, tu vois, du côté de Raph et Mike. C'est vraiment, tu vois, le fun. Ils arrivent, il y a cette complicité que Mike et Raph ont, là où Bebop et Rocksteady l'ont aussi, mais sous un autre angle. Et en fait, ce versus-là, pour moi, il tombait sous le sens. Où c'est vraiment... Enfin, je voyais pas Don et Léo se battre contre eux, en fait. Parce que pour moi, Don et Léo, c'est des combats un peu plus cérébraux, tu vois, un peu plus malins. Je sais pas trop comment te l'expliquer. Et je trouve que le fait de se battre contre Blue John et Koya, il y a justement aussi ce lien qui les lie les deux. Et il y a un peu le même lien entre Donnie et Léo, je trouve. Et cette opposition, moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant de les mettre comme ça. Alors évidemment, Raph et Mikey, t'as la caution comique et la caution complètement tarée, quoi, qui veut tout casser, et ça fonctionne parfaitement, ça fait un duo vachement vachement dynamique, on va dire. Plus que ce que ça pourrait être avec Donnie et Léo, où c'est un combat, il faut se battre et il faut le gagner. Là où Raph et Mikey, il n'y a qu'à voir comment en fait, ils se moquent de eux pendant leur combat, et ça représente un petit peu cette idée du tandem, quoi. C'est vrai. Roméo, tu voulais répondre là-dessus ? Non, mais moi, le combat que j'adore, c'est le Léo Koya. Et pas parce que c'est Léo, parce que c'est Koya. Vraiment, Koya, j'adore le personnage. La relation Koya-Blood John, je la trouve touchante. C'est leur relation avant leur affiliation à Shredder, de toute façon. Bon, Bebop et Rocksteady, c'est pareil, mais c'est juste parce qu'ils sont cons. Koya et Blood John, il y a une vraie relation, on sent vraiment de la sincérité. Si les deux faiblissent, si les deux se font battre, c'est parce que l'autre se faisait battre en même temps. Et donc qu'ils étaient plus préoccupés par l'autre que par leur propre combat et leur propre santé. Mais je trouve Koya un peu sous-exploité dans les possibilités de combat, quoi. Pour l'instant, oui, mais après il fallait quand même faire le combat en un seul numéro, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, c'est peut-être un petit peu le problème, c'est que on aurait peut-être dû faire... Mais non, ça commence pas dans le 49 d'ailleurs. Ça commence dans le 49. Ouais, ça commence dans le 49, mais le moment où ils vont revenir, de toute façon, c'est plutôt dans le 50. Mais ouais, j'ai trouvé que ce qui ressortait le plus niveau combat, c'est la partie Bebop Rocksteady contre Mikey et Raph pour moi. Et j'aime beaucoup Koya Léo, mais je trouve le personnage les possibilités de Koya un peu sous-exploitées. Après, ouais, c'est cool, quoi. C'est cool de les voir vraiment dans un combat où il doit y avoir un gagnant. D'ailleurs, Mikey est assez mal à l'aise avec ça. L'idée d'aller tuer quelqu'un, il n'a pas envie, quoi. Mais ouais, on a une vraie cohésion de Mikey et Raph. Je trouve que ça marche bien. Il y a de la répartie chez tous les personnages. Donnie en a aussi. Il a d'ailleurs le retour badass à la fin de ce combat-là, quoi. Puisque pour finir Bebop et Rocksteady, c'est Donnie qui va s'en charger.
C'est assez stylé. Et puis, à la fois, là, comment il est nique, c'est stylé. Et quand il revient vraiment après, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pensé à toi, Fab, en le relisant. Ouais, super cool, quoi. Je l'ai relu en VF, là, du coup. Et moi, il y a un truc que j'adore sur ce tome. C'est comment Mikey, il appelle Donnie quand il est en robot. Et il l'appelle Frère Robot. Et c'est trop con, mais ça me fait marrer, moi. De l'appeler, tu vois, de faire le jeu de mots comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. Parce que tout du long de cet arc, on voit un petit peu le shift de Mikey, justement, avec ce que tu expliquais tout à l'heure. Du fait de devoir avoir un vainqueur ou de devoir éliminer quelqu'un, tu vois. Et petit à petit, c'est avec une allusion, avec une phrase, avec juste des fois, il est un petit peu à l'écart du groupe et il fait une réflexion. Et tu vois petit à petit son changement de positionnement et de la vision de ce conflit qu'il a. Et il évolue tout au travers du numéro. Et ça, c'est pas mal aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était super bien fait parce que j'avais pas le souvenir que c'était aussi marqué. Ouais, c'est vrai. Mais moi, comme Roméo, en plus, j'avais le souvenir que l'ensemble du combat était plus long. Notamment la partie Splinter Shredder après. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des petites subtilités tout le temps. Enfin, rien ne sort de nulle part, quoi. Et c'est plutôt cool. Puis il y a toujours pareil, dissimulé entre deux à chaque fois, la partie Kitsune à l'Opex, qui est toujours là, qui continue encore et toujours à renforcer un petit peu tout ce qui a été teasé, même dans le tome précédent avec les parchemins et tout. Et pas beaucoup, à 3 cases, mais juste histoire de dire tac, c'est là, ça te le remet bien en tête. Et là, toujours la petite phrase avec Nobody en mode ah ben t'étais perché, t'étais où et tout. Et toujours en fond, il y a cette espèce de lien mystique, comme on voyait, et qui a ouvert l'arc en fait, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et toujours aussi important, quoi. Ouais. Bon, du coup, les 4 tortues viennent à bout de leurs adversaires. Au début, c'est Léo et Donnie qui réussissent à venir à bout de respectivement Koya et Bludgeon. Ils rejoignent Bebop, Rocksteady. Et on a le fameux l'autodestruction de Metalhead, puisque Donnie va retrouver son corps. Et pour exploser Bebop et Rocksteady et revenir en grande pompe. Alors, je pense qu'il aurait pu se faire avoir sur une technicalité, puisqu'il ne faisait pas partie officiellement des 4 de base. C'était sa version robotique. Sa version robotique est morte. Sur une technicalité, il pouvait se faire avoir. Toujours est-il que derrière, on s'attendait à ce que ça parte en combat direct contre Shredder avec Splinter. Et non, parce que Splinter, il a besoin d'un petit peu de temps pour méditer. Il demande à ses fils d'aller se taper pour lui en attendant et de lui gagner du temps, quoi. C'est un peu Luffy qui demande à tout le village de lui gagner du temps, de lui gagner 5 minutes pour être pleine puissance. Bah c'est normal, à son âge, Splinter, il faut qu'il fasse des petits étirements, un peu de stretch, parce que sinon c'est foutu après. Bah c'était surtout pour savoir comment le battre, parce que sur la force pure, ça va être compliqué. Ouais. On parle quoi d'abord de la plongée dans les souvenirs de Splinter ou du combat Shredder contre les tortues? On peut faire dans l'ordre chronologique, Splinter versus les tortues, et on attaque ensuite... Shredder versus les tortues. Ouais, Shredder versus les tortues, et j'ai dit quoi? Bah c'est en parallèle, t'as dit Splinter. C'est en parallèle, en même temps, le voyage de Splinter dans ses souvenirs, c'est en parallèle de Shredder contre les tortues. Mais commençons par ce combat, du coup, que j'attendais impatiemment. Pareil, et déjà, l'ouverture du combat, la planche immense, là, où ils sont sur les toits. Ouais, on a quelques planches assez magnifiques dans ce numéro. C'est assez dingue, vraiment. Et même le découpage est assez cool. Du coup, les choses sérieuses commencent. Les tortues... C'est une constante, Santoluco et les plans sur les toits. C'est pas la première et c'est pas la dernière, notamment la dernière page. En plus, ça passe par le scénario parce que Splinter dit t'as le choix du terrain et dit sur le toit. Et ça part. J'aime beaucoup ce respect du protocole. J'ai la première victoire, du coup t'as le terrain pour la suite, quoi. Mais c'est ce qui était convenu en fait. L'honneur avant tout pour arriver à mettre fin à ce conflit, et c'est respecté tout du long, quoi. Là où tu pourrais croire que avant même ce combat,
vu que Shredder perd et qu'il veut absolument contrôler, il aurait pu, tu vois, lancer le chaos le plus total. Mais non, en fait, t'as toujours ce respect. Oui, parce que Kitsune veut qu'il vienne au bout du combat de toute façon, et puis lui-même sait que même si ça se finit mal pour lui, c'est jamais totalement la fin potentiellement. Donc il y a aussi ça, je pense, dans ses pensées. Mais de toute façon, là, il est en mode vengeance, et puis faut se taper. Du coup, tout à l'heure, vous avez sorti quelques critiques sur le tome 8. Une critique que je pourrais avoir sur ce combat, c'est qu'il reproduit encore le schéma de les tortues sont à fond et après les tortues se font éclater. On a le schéma découpage, c'est par page en plus, les tortues qui attaquent toutes et après sur la page d'après, les tortues qui se font éclater chacune leur tour la gueule par Shredder. Mais cool à voir ce combat quand même. On a un petit pétage de plomb de Mikey d'ailleurs qui va en mode berserk, mais ils ont tous leurs petits moments, tous leurs petits hauts face à Shredder avant de tous se retrouver au sol, quoi. Oui, c'était attendu, c'est du déjà vu, mais ça fonctionne quand même, quoi. Voilà. Bien sûr. Là, c'est aussi du fan service de nous montrer les tortues se battre contre Shredder. On sait que c'est Splinter à la fin qui va faire le combat, mais c'est cool de passer dessus 2-3 pages, quoi. Et en plus, ça gagne du temps pour Splinter, donc et puis ça remplit des pages. Ouais. Ouais, ça remplit des belles pages. Hein. C'est pas du Voilà. remplissage dégueulasse de on va vous gagner sur le prix total, alors que c'est juste le prix, c'était juste un numéro double, je crois, donc c'était assez honnête là-dessus. Ça doit être un numéro spécial, il avait la pagination qui valait son prix. Mais oui, là, il y a vraiment pas de remplissage dans aucun de ces deux tomes. Il y a rien qui est là pour gagner de la page. Hein. Vraiment, il y a des trucs qui auraient pu être plus longs, clairement. Oui, bien sûr. Non, et puis comme tu dis, on a droit donc à une page par tortue de combat en face à face avec Shredder, qui, comme tu t'en doutes bien, se fait exploser, et puis voilà. Et ça mène tout doucement de tortue éclatée en tortue éclatée à l'affrontement final qu'on attend tous, le Splinter contre le Shredder. Et avant cet affrontement final, on a quand même toutes ces pages un petit peu background, pas background, merde, j'ai perdu. C'est flashback. Voilà, flashback. C'est remonter des souvenirs, quoi. C'est ça, ouais. Où en fait, c'est la méditation de Splinter qui nous offre ces planches-là dans le Japon féodal et qui font un rappel au Foot Clan et aux pages qu'on a vues dans le tome précédent aussi. Et franchement, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Bah ouais, parce qu'on les voit à plusieurs âges, on voit vraiment comment ils étaient l'un avec l'autre, qu'est-ce qui les caractérisait, comment ils ont choisi 2 chemins différents. C'est là que Tom Waltz entre en jeu aussi, quoi. C'est pas juste de la baston débile, c'est aussi écrit pour englober ce qu'on sait des personnages et des choses qu'on a encore à découvrir. Vraiment, en plus elle est magnifique cette partie. C'est vraiment un des gros bons points de ce numéro 50 pour moi. Ouais, mais c'est assez cool aussi dans le sens où on n'apprend pas... Enfin, en fait, jusque-là, on a juste ce qu'on connaît de Saki et de Yoshi. Hamato Yoshi, voilà. Je cherchais le prénom. Du coup, tu peux t'en faire l'idée que tu veux, mais là, on nous donne ce qui amène au combat. Et c'est bien parce que... Enfin, pour moi, je l'ai pris comme ça. Je suis content d'avoir été un petit peu dirigé de par ces flashbacks pour pouvoir arriver au combat final et pas partir en mode « Ah ouais, mais Saki, il aurait pu faire ça ou Yoshi, il aurait dû faire ça. » Là, tu sais comment ils ont été formés, tu as un petit peu le rappel de tout ce qui est rivalité, leurs liens, etc. Parce que malgré leur opposition, il y a quand même un lien qui est très fort entre eux et qui n'est pas juste cette opposition et cette vengeance. Et c'est bien de l'avoir rappelé de par cette méditation où en fait il a besoin de ça, mais toi lecteur, tu le sais pas, mais quand tu le lis, tu sais que tu as besoin de ça aussi. Ouais, et puis ça redéfinit un peu Splinter dans le sens où on le voit comme un ancien chien fou qui a été castré. Enfin, c'est comme ça que le voit Shredder en gros pour la métaphore. Et le plot twist, c'est que non, il n'a pas été castré. Il a juste appris à se canaliser et c'est très important dans le combat.
T'as pensé quoi de ces petits voyages dans les souvenirs, toi, Roméo? Bah, c'est pas, on parle pas de la spiritualité, du mystique, comme j'apprécie beaucoup, mais non, ça apporte un plus, ça apporte du background, ça rajoute des éléments à cette relation entre Hamato-Yoshi et Rokusaki qui est très importante. C'est pas, ça va au-delà de ce qu'on a connu pour l'instant, donc c'est très bien, je trouve, de nous avoir présenté quelques éléments, et la fin est très touchante entre cette relation, et la fin nous amène encore plus des années après, quand on a Shredder Inel, quoi. Donc on le savait, on le savait que c'était pas fini, bon, parce qu'on maintenant on va arriver à la fin, Splinter bat Shredder, évidemment, et c'est une relation intense de haine mais de respect. Ils s'appellent Brothers, donc c'est pas rien, donc non, c'est très intéressant d'avoir reconstruit un peu plus cette relation qui était autre que de l'antagonisme primaire et basique par ces flashbacks. Oui, il y a des beaux dialogues du coup quand ils finissent par se parler sincèrement sur la fin, et avant la fin de Shredder. Au-delà des flashbacks, pour l'instant, on avait juste la fin de leur relation. Pourquoi ils se sont écartés réellement. Là, on les a enfants, on les a adolescents. Donc voilà, c'est vraiment plus profond que, bah, en fait, tu me trahis, tu as pris celle que j'aime, ou autre qu'on peut avoir comme simple plot entre les deux. Là, c'est quand même, voilà, ils ont une relation qui a toujours été tendue, qui a toujours été électrique, mais dans le respect. Ouais, et puis ils sont devenus hommes ensemble avec chacun leurs convictions. Depuis toujours, ils étaient côte à côte, tu vois. Et du coup, c'est ces petits flashbacks-là qui ont fait et qui ont amené au combat là, quoi. On attend tous, quoi. Il n'y a pas que ça qui a mené à ça, mais on a d'autres choses à découvrir par le futur. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve à la relecture on voit deux Shredders sur la fin. Il y a le Shredder qui parle avec Splinter et qui fait sa déclaration à Karai avant de se faire exécuter, puisque en gros Shredder admet sa défaite et veut mourir dans l'honneur du guerrier qui va se faire exécuter par son ennemi, quoi. Et il fait une déclaration à Karai comme quoi il l'a toujours respecté et qu'il trouve que c'est une grande combattante. Tu pleures, Fab, c'est ça? Et du coup, il y a ce Shredder-là, et il y a ce Shredder qui est plus la détermination de Shredder et son objectif final, qui parle à Kitsune, et qui va du coup qui tease autre chose, mais il y a vraiment deux liens différents. Il y a un truc plus intime et un truc qui est dans la destinée, dans la détermination avec Kitsune, quoi. Où il y en a un qui accepte la mort et un qui sait que la mort n'est pas la fin, d'ailleurs. C'est assez marrant, la dualité dans le personnage. C'est ça. Vous pensiez que ça allait se finir comme ça avec la vraie mort d'un des deux, ce numéro 50 à l'époque? Oui. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait un twist, quoi. Qu'il y aurait un Deus Ex Machina qui ferait que non, on part sur un nouveau statu quo et puis voilà, on se revoit dans 25 ou 50 numéros. Mais là, le twist, c'est que en fait, non, il y a vraiment un des deux qui finit, quoi. Oui. Pour moi, j'en étais sûr. Parce que il t'avait quand même amené une certaine tension importante. J'ai plus en tête les sollicitations. S'il nous disait que l'un d'eux va mourir. Mais ouais, pour le coup, j'étais persuadé qu'il y en a un qui allait mourir. Ouais. Moi, pas du tout. Clairement, je m'attendais pas du tout à ça. Et je m'attendais pas non plus que ce soit de manière aussi violente. Je me doutais par bien contre, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas comme ça. Parce qu'il y a très peu de combats. Hein. C'est un peu... pour ceux qui l'ont vu, Clone Wars, c'est un peu Obi-Wan versus Darth Maul sur Tatooine pour conclure la fin de Darth Maul. C'est un combat très rapide. Il n'y a pas de combat, quoi.
Et puis en plus, il y a ce même respect. Les relations sont assez comparables. En plus, c'est assez marrant. Mais ouais, du coup, moi, vraiment, tu vois, c'était un truc où... Enfin, je sais pas, je pensais clairement pas, je pensais pas qu'il y aurait eu une mort simplement. J'aurais imaginé, tu vois, un plot twist, peut-être avec Krang qui vient sauver Shredder, ou... Tu vois, peu importe, n'importe, mais pas un truc comme ça, quoi. Au final, très surpris, parce que, comme tu dis, c'est intense et c'est très rythmé avec le combat des tortues. Le combat de Shredder, lui, de Shredder et Splinter, tu sens que Splinter, il est pas sûr d'avoir le dessus par la force pure, et du coup, il joue le tout pour le tout très rapidement, et quand ça arrive, ben, ça te tombe un peu des mains, quoi, en te disant, putain, déjà, et putain, c'est violent, quoi, en fait, vraiment. Moi, ça m'a pas fait un choc, tu vois, dans le sens où j'ai été traumatisé, mais genre, ça m'a marqué. C'est une des morts de comics qui m'a le plus marqué ces dernières années, quoi. Mais surtout qu'on n'est pas forcément habitué aux morts dans les Tortues Ninja qu'on connaît de façon populaire, quoi. Il y a rarement des morts, il y a toujours des défaites, mais voilà, il y a toujours une suite quelque part. Et là, non, enfin, en l'occurrence, si, mais il y a quand même quelque chose d'assez définitif dans l'histoire, quoi. Ouais, mais le statu quo il reste comme ça. Tu vois, il est acté à ce moment-là, et t'as tout le shift que va prendre l'univers. Oui, parce qu'il y a en effet un gros changement de statu quo dans les pages qui suivent. Après, pour le coup, la mort, elle est pas si étonnante que ça dans le sens où la mort, la réincarnation, est l'essence même de ce volume. Ouais, Donc c'est pas étonnant qu'on en ait une, pour moi. C'est vrai. Est-ce que c'était plus étonnant, du coup, l'épilogue... Enfin, l'épilogue, non, parce qu'il y a un vrai épilogue officiel. Mais l'épilogue de ça, avec la réaction de Karai qui va, du coup, donner les rênes du Foot Clan à Splinter. Et Splinter qui va directement les accepter. Ah oui, ça par contre, moi, très étonné, je m'y attendais pas du tout. Bah, ça nous a fait une Daredevil, hein, du coup. Un hommage à quelque chose de beaucoup plus récent chez Daredevil. Mais dans les années 2000, il a pris la tête de la main aussi. Et du coup, je pense que c'est un hommage à ça, en quelque sorte. Mais je m'y attendais pas spécialement, non, en effet. Moi, je m'y attendais pas forcément, mais tu vois, ça m'a pas tellement surpris du fait de comment s'est déroulé le combat, quoi, en fait, au final. Du coup, ouais, surprenant de voir vers quoi ça va se tourner, mais pas surprenant en tant qu'événement, tu vois. Le fait que Karai lâche les rênes à Splinter, c'est presque une suite logique. Ouais, c'est moins choquant à la relecture, parce qu'en fait, c'est pareil, encore une nouvelle fois, les éléments sont là, quoi. Le fait que en fait, le Foot Clan soit quelque chose qui a été dénaturé par Shredder, et que ça peut être quelque chose d'autre, enfin, que c'était pas quelque chose de mauvais à la base, c'est posé, en fait, c'est là. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est en effet une sorte de suite logique. J'ai été par contre, tu vois, beaucoup plus surpris de la dernière page épilogue que par le choix que Karai fait. Attends, on va en reparler. Mais en parallèle, il y a le 4e split officiel de Tortue. Enfin, split, là c'est vraiment un split. On a eu la séparation de Raphaël, le lavage de cerveau de Léo, le Metal Head Donnie, et là on a Mikey qui lui décide que non, c'est trop. Il y a eu un mort, il y a maintenant Splinter qui veut prendre la tête du Foot Clan. Fuck it, c'est plus mon délire, quoi. Et du coup, on a ce 4e split qui était logique. On savait qu'à un moment, Mikey serait mis en retrait. On en a déjà parlé, mais le schéma, c'est un schéma qui est utilisé par Waltz depuis le début. Mais moi, j'ai trouvé ça cool, en tout cas. Je trouve ça bien que Mikey soit là pour respecter les bonnes valeurs. Ouais, je trouve ça cool. Il a surtout d'un point de vue visuel et storytelling, où donc Splinter qui récupère l'épée, et en bas de page avec le no de Mikey, quoi. En bas de page, et c'est bon, quoi. Au début, la première action, c'est non, je suis fatigué. Pourquoi on a fait tout ça, avant de vraiment s'énerver et de se barrer, quoi.
Il passe par la surprise, la déception et la colère en 3 cases. Bam. Ouais. Vraiment bien amené. C'est la maturité aussi, la caution un petit peu. Oui, bien sûr. Enfant. La maturité de celui, quand il saute dans l'eau, il fait un gros cannonball. Bien sûr. Ouais, exactement. C'est pour montrer qu'il est nuancé, que c'est pas que ça, ok. C'est ça. C'est pas comme Léo qui est là toujours droit, rigide. Voilà. Je me suis fait contrôler. Désolé, c'était gratuit. Putain, on aurait dit Arnaud qui fait des imitations. On aurait dit une imitation d'Arnaud, quoi. Non. Elles sont plus drôles, celles d'Arnaud. Oui. Faites d'un idiot par Arnaud pour voir. Hello, it's Dan Didio. Ça marche bien. De quoi on n'a pas parlé dans ce tome? Ça c'est dense en même temps, mais on n'a pas parlé de l'épilogue. On a quand même un petit épilogue de justement, le fameux dialogue sur on se retrouve dans la forêt de Splinter et Shredder. On a un petit aftermath là-dessus où on les voit enfants dans la forêt à faire leur grand plan sur l'avenir, tout en ayant la tristesse de savoir que ce n'est pas comme ça que ça va se finir. Et on a un petit épilogue en plus de ça qui se trouve dans le passé. Juste, tu veux nous en parler? Avant, il y a un truc, je viens de me souvenir, sur une des pages de sa méditation, on a vraiment un Hamato Yoshi vieux qui a le même visage que Splinter Ra, et je trouve ça super bien fait. On les voit vraiment dans la même position avec avec la barbe qui part un peu de la même manière. Et c'est les mêmes traits de visage. On a un peu ce rappel là sur Shredder in Hell, si je dis pas de bêtises. Ces plans un petit peu, et ils sont encore plus beaux. On en reparlera, mais voilà. Il y a quelques années d'expérience en plus de Santoluco. Déjà les numéros à l'époque du 50, ils détestent son dessin, tu vois, alors que c'est magnifique. Mais bon, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, je l'ai trouvé magnifique. Sincèrement, je les trouve toujours magnifiques, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, quand tu as lu plus récemment, tu vois la différence et tu te dis, ouais, c'est encore... Tu vois, il maîtrisait pas encore tout à fait les personnages et tout. Non, c'est surtout, il a changé de style, il a changé de technique. Vu que Shredder in Hell, on en reviendra, mais il a fait beaucoup plus dans les tons de gris au Posca. Donc il a changé de technique aussi. Ouais. Mais même les traits malgré que, tu vois, on a déjà dit qu'il avait donné le design aux tortues avec leur morphologie qui leur est propre, etc. Je trouve qu'elles ont quand même continué d'évoluer. Et là, tu vois que c'est la morpho et les designs des persos bruts encore. Mais ça reste ultra beau. Et juste avant l'épilogue, il faut quand même qu'on parle de la frise de malade que fait la cover de tous les singles. Parce qu'elle est vraiment complètement folle. Moi, j'ai pas tous ces singles-là, moi. Ça fait pas la frise totale. Je suis un peu dégueu. Parce qu'en France, on en a que 2. On a celle avec Shredder et Splinter et celle avec Raph et Mikey. Par contre, je crois que c'est 6. C'est 6 en VO. Où on a tous les persos avec les fonds, avec les Mausers, la ville et tout. Mais elle est vraiment sublime, quoi. C'est un truc... Ouais, le 45, c'est Kazay et Hun. 46, c'est Baxter et Karai. 47, on a Raph et Mikey. 48, c'est Léo et Metalhead. 49, on a les 4 tortues, 3 tortues. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'On encore. 3 tortues et les 4 mutants. Shredder, Splinter sur le 50, avec toujours au-delà de la compo, donc des personnages, on a ces traits rouges, c'est pour détailler un peu l'action et les autres personnages, il existe un poster de cette frise. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Je l'ai vu passer, je crois, une fois, mais il est hors de prix. Moi, après, j'ai les covers, tu vois, donc je pourrais les encadrer et en faire un poster, mais... oui, pareil. Voilà. On mettra en dessous
de l'épisode là, du numéro. Je posterai à la limite l'image, le wallpaper de la frise là, tellement c'est beau et il faut absolument que vous voyez ça, quoi. Du coup, tout ça pour revenir à cet épilogue, cette dernière page du tome 9 qui, comme tu le disais, revient sur le passé avec, on voit clairement les Utroms et sans tourner autour du pot, c'est Krang qui en fait nous dévoile un petit peu que si les tortues sont réincarnés, enfin s'il y a eu une réincarnation avec la tortue et le mutagène, c'est peut-être parce qu'ils y sont pour quelque chose et qu'ils sont passés juste après que Saki... Qu'ils soient fait exécuter, ouais. Voilà, juste après que Saki ait exécuté Yoshi et ses enfants. Et ses 4 fils, ouais. Et ben ça, tu vois, je m'y attendais pas. Ah, moi non plus, ouais. Je l'avais oublié. Plot twist, tout est lié, je l'avais, ouais. Je m'attendais pas. Ouais. Je l'avais oublié, puis, même. Vraiment, tu vois, c'est un truc où... à aucun moment, tu te dis que c'est ça qui va lier les 50 numéros que tu as vus entre Krang, qui est là sans trop savoir pourquoi, Shredder, les tortues. Enfin, j'ai trouvé ça juste une page, et ça suffit pour que tu fasses « Ah ouais, putain, trop bien !» Et genre, t'es comme un débile parce que... moi, j'ai trouvé cet épilogue trop cool. D'autant que je disais sur le tome 7 dans le dernier numéro que c'était presque Krang qui passait pour le blaireau de service parce que lui il n'avait pas un plan supplémentaire derrière la tête, quoi. C'était l'exécution de son plan du Technodrome, et là on a un truc qui lui dit au final si les tortues sont là et se battent contre Shredder depuis le début, c'est grâce à lui parce qu'il s'est dit que ça pourrait peut-être lui être utile plus tard, quoi. Et du coup ouais, c'est assez malin de la part de Tom Waltz, ça, sûr. Mais je me suis posé une question, alors je sais pas si vous êtes posé la même ou alors si c'est moi qui suis complètement claqué et je suis passé à côté. Est-ce que Krang, il sait que les tortues, c'est la réincarnation et de ces 5... Enfin, les tortues et Splinter, du coup, c'est la réincarnation de ces 5 persos de par leur prise d'ADN? Je sais pas. Non, il sait pas. Non, je pense qu'il a pris ça au cas où et puis et derrière... je pense qu'il s'en fout. Il a des dessins différents, lui. Il a pas cette vision-là à mon avis. Ouais. Après, Mais ça serait trop bien que ça ouvre un nouvel arc, tu vois, dans les prochains numéros là, où en fait il revient là-dessus parce que ça c'était une question qui était restée en suspens ou quoi, et qui s'en rend compte. Enfin, je pars pas dans du theory crafting parce que je suis beaucoup trop fort pour ça et je m'imagine beaucoup trop de choses et je serais absolument déçu à chaque fois. Je vais essayer de demander à Tom. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces 2 tomes? Rien du tout. Une fin de... Enfin, un milieu de tortue et une fin de cycle haut en couleur et de très haut niveau, quoi. Un milieu de cycle, même. Ouais, mais enfin, une fin de premier cycle. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que... il va repousser les limites du possible sur une telle série. C'est que tu dis bon, là, moi je me souviens, c'est avec Avrex ce qui vient de se passer. C'était déjà le cas après Cityfall, où tu disais ça va être costaud derrière pour assurer. T'as mis la barre très haute, tu vas continuer de la mettre très haute. Là, ça pourrait se terminer là-dessus, ça fonctionnerait, mais ça va continuer. Et il arrive, il a planté toutes les graines qu'il fallait pour pouvoir continuer pendant 50 numéros. Et ouais. Eh ben écoutez, on va se laisser sur ces bonnes paroles et puis on se retrouve bientôt pour parler de la suite et pour parler d'autres trucs. Et en attendant, on vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine et à bientôt. Salut. Ciao. Salut. Shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooze and the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a leader in blue. Does anything it takes to get his stitches through. Donatello is a fellow, has a way with machines. Raphael's got the